Bonsoir à tous, excusez-nous pour la chaleur. On n'est pas climatisé au Centre national du livre. Alors, j'aime beaucoup cette soirée annuelle finalement où on se retrouve ici. On a toujours eu beaucoup de temps avec trop de chaleur, mais quand même un beau soleil. Et on ouvre une de nos manifestations phares, Partir en livre, qui, comme vous le savez, s'adresse aux jeunes et aux adolescents, où on essaie vraiment de faire en sorte de sortir le livre des étagères, hein, des librairies, pour l'apporter au plus près des enfants et des adolescents et dans un univers qui puisse leur donner envie. Puisqu'on dit toujours ici qu'il faut retrouver l'envie, le plaisir de lire et ne pas être dans un jugement permanent comme parfois le sont les jeunes lorsqu'ils sont avec leurs professeurs de français pourtant exceptionnels, dont ils ont peur qu'ils les jugent si ils n'ont pas bien compris le texte ou s'ils ne l'ont pas bien résumé ou s'ils n'en sont pas saisi les nuances. Donc ici on essaye de faire vraiment tout le contraire, on peut se le permettre puisqu'on n'est pas à l'école. Et donc, on fait en sorte, pendant un mois, de donner du plaisir avec les livres. Alors, comment fait-on? Il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup d'animations très qualitatives avec plus de 1574 auteurs qui sont mobilisés partout en France. Plus de 5688, j'ai appris tous les chiffres par cœur, 5688 événements en France. Beaucoup d'événements aussi dans des petites communes, ce qui nous plaît, parce que c'est souvent des communes qui sont dotées d'une offre culturelle assez médiocre. Et beaucoup d'ateliers de ludiques autour de lecture à voix haute, autour de soirées pyjama, de lecture de contes, de jeux pour comprendre les mots et les associer, des ateliers de dessin avec des illustrateurs, évidemment des ateliers d'écriture avec les auteurs. Donc on essaye vraiment de créer un climat, une ambiance propice au fait de donner envie de lire. Et pourquoi nous faisons ça? Je pense qu'on le fait d'abord depuis plus de 10 ans, mais je dirais que probablement l'utilité de cette manifestation prend tout son sens aujourd'hui, puisque comme vous le savez, chaque année, les études que le Centre national du livre sort sur les Français et la lecture ou les jeunes et la lecture donnent des résultats qui ne sont pas très joyeux à lire. Alors, certains disent ils crient au loup, au loup. Bon, c'est pas par plaisir que chaque année on constate un déclin de la lecture. C'est pas pour faire peur, c'est pas pour effrayer, c'est pas pour faire un numéro. C'est surtout pour faire prendre conscience quand même, et notamment à nos politiques, à nos élus, aux sénateurs, aux députés, aux ministres, de ce constat qui peut aussi conduire à mener des politiques culturelles peut-être plus volontaristes, hein, pour faire en sorte que ce goût pour la lecture ne se perde pas et ne se noie pas dans les réseaux sociaux dont on sait qu'a priori ils travaillent plus sur l'abêtissement que sur l'ouverture d'esprit. Peut-être un mot pour, je ne vais pas être trop longue, pour vous dire que je remercie Julien Nel de l'affiche autour de Lou, qui nous accompagne depuis 20 ans, donc qui finalement devient aussi un repère de génération en génération, pour cette très belle affiche, dont François Ruffin avait cru qu'elle avait été faite avec l'intelligence artificielle. Et donc il s'est excusé platement sur les réseaux sociaux parce qu'on lui a dit non, 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 non. Julien Niel a dit non, 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 c'est pas l'intelligence artificielle. Et donc, et au CNL, je le dis, nous ne faisons pas appel à de l'intelligence artificielle pour le graphisme d'affiches. On fait souvent appel aux auteurs qui nous paraissent correspondre à la thématique. Cette année, la thématique, c'est petits et grands héros. On se rend compte qu'elle est très fédératrice, parce qu'au fond, on a tous des héros petits ou grands dans notre cœur. Ils nous ont souvent façonnés. Et pour ceux qui n'en ont pas encore, je pense que ce sera l'occasion de découvrir des figures qui donneront envie, et notamment la bibliographie qui a été faite par Anne-Flore Hervé, d'une 50aine de titres sur notre site Partir en livre, peut donner des idées pour ceux, les parents, les adultes, qui seraient éventuellement dépourvus d'idées pour faire lire des livres aux enfants. La bibliographie est formidable, elle est par tranche d'âge, donc en plus c'est un outil précieux qui est d'ailleurs très consulté. Je voudrais remercier nos deux parrains adorés, qui ont vraiment une énergie incroyable. Laure Grand Besançon, qui nous fait le plaisir
Voilà. Elle a né à son 100e podcast des Odyssées. La réalisatrice est ici aussi, on la remercie. 20 millions, voilà. 20 millions d'écoutes, je crois, hein, je ne dis pas de bêtises. Et puis, chez Laure, je pense aussi, justement, et c'est ce qui est important pour cette manifestation, je pense le goût de la transmission et aussi dans le plaisir, dans une forme de boulimie heureuse du plaisir, de la gourmandise, des mots, de la lecture, des histoires, du récit, de l'imaginaire. Donc, un grand merci. Et puis, Emmanuel Guibert. On connaît son œuvre, il nous a fait le plaisir, d'ailleurs, on a le plaisir d'en avoir coédité une qui sera un oriole qui sera distribué aux enfants et aux adolescents qui participeront à la manifestation. Merci beaucoup Emmanuel, d'autant qu'il nous offre, il nous fait un petit cadeau ce soir de 4-5 titres inédits de son concert actuel que j'ai eu la chance d'aller écouter dimanche après-midi et c'était un petit moment de grâce. Et vous verrez le plaisir qu'il prend, surtout. Alors là, ça peut pas s'inventer. Il va chalouper un peu discrètement les hanches. Voilà. La taille et les hanches vont bouger très subtilement, en rythme, et c'est absolument parfait. Je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais vous dire qu'on est présent dans 70% de communes rurales et quartiers politiques de la ville. Voilà, ça aussi, on essaye d'être dans des endroits qui ne sont pas toujours faciles. Je voudrais remercier tous les auteurs qui ont contribué à l'édition d'un recueil de nouvelles sur petits et grands héros. Je suppose qu'il y en a quelque part et vous pourrez repartir avec. Je voudrais vous parler de nos éditions, de nos coéditions spéciales Barbapapa chez les livres du Dragon d'Or, Ariol, Emmanuel Guibert et Marc Boutavon. Les fantômes du Père Lachaise avec Gallimard Jeunesse, qui sont des ouvrages que l'on offre aux enfants. On donne des chèques lire aussi pour qu'ils puissent acheter des livres dans les événements aux librairies indépendantes qui sont présentes sur le lieu du crime, sur le lieu du délit, de la gourmandise de lire. Et donc, je remercie aussi tous nos partenaires. Pour les chèques lire, c'est McDonald's. Bien sûr, chaque année, ça nous vaut des réflexions sur les réseaux. Très désagréable, mais bon, l'argent n'a pas d'odeur. On les remercie en tous les cas. On les remercie pour tout ce qu'ils font, pour le livre. Et notamment le Happy Meal. Qui maintenant donne... vous savez, c'était les enfants ont le choix le mercredi avec le Happy Meal entre un jouet ou un livre. Bien sûr, quand le livre a démarré, c'était pas forcément ce qui était le plus réclamé. Et aujourd'hui, chaque année, le livre prend de plus en plus de place dans le Happy Meal de McDonald's. Et c'est une action hyper importante. Pour beaucoup d'enfants, c'est le premier livre qui vont rentrer chez eux. Donc bravo à eux. Ils sont pas là, mais je le dis quand même. C'est génial. Vous êtes là. Eh ben voilà. Voilà. Merci à vous. Je voudrais remercier le ministère de la Culture, les collectivités territoriales, la RATP, Fondation Vinci, McDonald's, je l'ai dit, le Pass Culture, la Ligue de l'enseignant, UNAT, Franca, la Charte des auteurs, le SNE, le syndicat des libraires français, l'association des librairies spécialisées jeunesse, la FIL, Nabouk, France Télévisions, absolument un partenaire extrêmement précieux. Je ne sais pas si Katia est là, mais France Télévisions est vraiment un de nos partenaires précieux. Libération, Le Point, Christophe Onodibio est dans les embouteillages dans son taxi. Oh non, mais le métro était... Mais je croyais... Oh, mais alors, c'est la chaleur. Le Point, génial d'être là. Lire Magazine, j'aime lire. Fleurus Press, avec lequel nous avons fait ce petit dépliant, qui est rédigé par Sylvie Chocron, illustré par Soledad Bravi, et qui parle de la lecture et de ses vertus. Et il y a un petit et puis ensuite, il y a, et sur les réseaux sociaux, qui dit et pour les enfants, la lecture. En gros, c'est ça. Empathie, évasion, concentration, compréhension, mémoire, imagination. Une très belle illustration de Soledad Bravi. Et puis, je remercie bien sûr tous les auteurs-illustrateurs, les libraires.
je remercie les équipes du CNL, alors en particulier les équipes de la Comel, qui vraiment travaillent sur cette manifestation d'arrache-pied, décorent le CNL, voilà, se donnent vraiment avec beaucoup d'énergie. Et puis je voudrais aussi remercier les équipes du secrétariat général qui contribuent aussi beaucoup, bien évidemment, à l'organisation, à la logistique, au fait que tout soit réussi et que vous soyez bien accueillis. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Je vous remercie 1000 fois d'être là et à très vite dans la cour. Alors pendant que le dispositif scénique se met en place, nous sommes comme au théâtre. Je voudrais remercier au nom du Point, de toute l'équipe du Point, vraiment tout ce qu'entreprend le CNL, toute l'équipe du CNL emmenée par la dynamique Régine Atchondo. L'heure est grave. Vous savez que la pratique de la lecture décroît chez les jeunes, mais aussi chez les plus âgés. Donc tout ce qui peut être fait pour faire en sorte que cette pratique qui nous donne l'esprit critique, qui muscle notre imaginaire et qui nous rend beaucoup moins manipulables, doit être fait absolument. Donc bravo au CNL. Et avant d'entendre Élise Lépine, la grande prêtresse de la littérature jeunesse et du polar d'ailleurs au Point, remettre les différents prix pour la jeunesse, roman ado, le jury des enfants aussi. C'est avec une grande joie que je vais confesser Emmanuel Guibert, donc le parrain de cette édition. Alors nous avons, cher Emmanuel, des tabourets. Faisons-en usage. Voilà, c'est pas mal. Je vais chausser mes lunettes de grand méchant loup. Emmanuel, je pose ça là. Christophe. Prix René Goscinny 2017, Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2020, auteur de La guerre d'Alan, du photographe, absolument génial, créateur avec Marc Poutavant des aventures d'Ariol, succès énorme, et aujourd'hui parrain de cette opération géniale qui est partie en livre. C'est ça la vraie consécration, non ? Tu veux dire parrainer Ouais. partir... Oui, la vraie consécration, c'est d'approcher Régine. Non, mais On a des institutions qui ne valent que par les gens qui les animent. Le vent peut tourner très vite dans quelque institution que ce soit, en fonction de la personne qui en est en charge. Donc, quand on a des gens valables, retapons-leur l'oreiller, aidons-les dans leurs initiatives. C'est un auteur. Soyons présents. Donc la moindre des choses, comme Humphrey Bogart, quand Lorraine Bacall le sifflait au pied, c'est d'arriver, évidemment, dès qu'on est sollicité par Régine, pour l'aider de manière diverse et variée, offrir des livres. Enfin bon, je sais pas, j'imagine qu'on fait tout ça. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse rêver, le bouquin. Le rapport quand même qualité-prix entre voilà, cet objet très austère et puis ce qu'on offre à travers lui, c'est-à-dire du rêve, un discours, une pensée, que sais-je. Enfin, en tout cas, quelque chose qui est censé attirer l'attention, séduire, retenir. C'est ce qui fait qu'on est tous là. On y croit, on a cette espèce de foi qui vient. Si on n'avait pas été foudroyés tous autant qu'on est là, à un moment ou à un autre de notre enfance, par une lecture, je pense qu'aucun de nous ne serait là ce soir, et peut-être qu'aucun de nous n'occuperait la place qu'il occupe. On a foudroyé pour mieux renaître. Chaque livre, c'est une sorte, c'est une foudre. C'est un coup de foudre qui ne tue pas. Oui, le coup de foudre. Oui. La lecture, c'était quoi ? Vous parliez de la cabane, vous veniez avec vos propres livres. Ça représentait quoi la lecture ? Vous parlez d'un coup de foudre. La lecture, c'est un comment ? objet. C'est un livre ou un journal qu'on voit tenir par ses parents. Ils ont l'air absorbés par cet objet qui n'exerce aucune espèce de séduction sur nous quand on ne sait pas encore lire. Et on y voit un concurrent. Donc moi, je me souviens souvent que petit, j'essayais d'arracher les bouquins des mains de mes parents et des mains de mes grands-parents parce que pendant qu'ils avaient un livre en main, ils ne jouaient pas avec moi. Cela dit, il y a un jour, alors on ne s'en souvient pas parce que c'est dans notre préhistoire, mais il y a un jour où on invente la lecture tous, c'est-à-dire où on comprend que la voix étrange que prenait maman quand on était sur ses genoux, c'était pas du jeu, c'était pas du théâtre, c'est qu'en fait elle était en train de lire une partition. On comprend pas tout de suite ça. Il y a un moment où on pige que les pattes de mouche qui sont sur un bouquin, c'est ce que lit maman. On connaît même pas le terme d'ailleurs, mais
on comprend que là-dedans, il y a un guide chant, quelque chose qu'on a envie de suivre, comme ça, qu'on écoute. Et donc, on comprend que le trésor, alors il est dans maman, parce que maman peut inventer des histoires, elle était très bonne pour ça, la mienne. Mais on comprend aussi qu'elle a une source, qu'elle s'empare des bouquins, et que dans ces bouquins, il y a une partition, et que cette partition nous fait manger, parce que moi, j'ai refusé de bouffer jusqu'à ce qu'on me lise des histoires. Donc, petit, j'étais un peu anorexique, jusqu'à ce que je puisse comprendre. Nourriture contre histoire, quoi. Voilà, Ouais. c'est une sorte de chantage. Et Pétrole contre nourriture, c'était histoire contre nourriture. oui, parce que tout ça, c'est de l'ordre du nutriment, en fait. La lecture, les jeunes, vous avez écrit un texte pour partir en livre qui Oui. commence comme ça. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Guy Boll et qui doit écrire un texte pour convaincre de lire les enfants qui ne lisent pas. Mais le pauvre Guy Boll, il se dit, les enfants qui ne lisent pas, ils vont pas lire mon texte. Forcément, vu qu'ils ne lisent pas. Alors comment on fait pour les faire lire? Ben, je pense qu'il faut rentrer chez soi et laisser monter l'espèce de désir qui moi, me vient assez naturellement depuis plus de 60 berges, de raconter des histoires et bosser. Voilà. Je pense que les auteurs, bon là, ce soir, je suis sûr, je fais la retape, etc. Et pourquoi pas. Mais mon vrai job, c'est de rentrer chez moi et de me dire, le mois prochain, il faut une bonne histoire dans J'aime lire, par exemple, qui sera ensuite reprise en album, en podcast, en livre audio et tutti quanti. Et je pense qu'aussi longtemps qu'il y aura des bonnes histoires et qu'il y aura des gens pour les lire, bah, j'ai tendance à penser qu'on est sauvé. Enfin, moi, ça a fait ma vie, ça fait la vie de plein de gens que je rencontre, et les enfants que je rencontre aujourd'hui, qui sont mes lecteurs, ils me ressemblent furieusement, en fait. Non, j'aime bien cette image de la marée. Bon, on s'arrêtera là-dessus. C'est très beau à la fois. Construire des châteaux de sable, il n'y a rien de plus puissant qu'un château de sable. Mais un château de sable, c'est aussi, voilà, quand la marée passe, il y en a plus. Oui. On peut en rebâtir d'autres. Oui. Mais est-ce que c'est juste ça, ou est-ce que dans ton rôle de parrain de cette expérience géniale qui est partie en livre, qui va inciter, tu le disais, il y a plein d'événements, tout va être fait pour stimuler, pour amener le livre là où il n'est pas, pour expliquer ce que c'est que la lecture, comment ça nous réenchante, réarme, comment ça nous rend la vie plus belle, comment on peut vivre 1000 vies au lieu d'une seule. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose justement de plus politique au sens la cité, la police, comme citoyen, pour dire attention, il faut quand même là vraiment se bouger parce que l'heure est grave? Oui, je peux toujours dire ça, je ne serai pas le seul à le dire. Moi, je te dis, mon vrai job, c'est vraiment de me dire, et j'ai la folie de penser ça, il faut faire des bons livres pour que les gens les lisent. Voilà. Et donc, il faut se décarcasser pour ça. Il faut qu'un livre sorte de l'atelier avec son label Qualité France, poulet de Loué nourri au grain. Et pour ça, il faut bosser beaucoup, beaucoup. Et voilà, on peut espérer à ce moment-là réunir un certain nombre de gens autour de soi et leur fournir des vitamines, enfin tout ce qu'il y a dans les bons livres, c'est-à-dire pas les faire désespérer de vieillir quand on s'adresse aux enfants, etc. Les exalter, les faire marrer. Merci Emmanuel Guibert. Donc le parrain, le grand parrain de Partir en livre, Élise Lépine, du Point. Merci Emmanuel, vous pouvez rester en tant que parrain. Parrain, il y a un côté cinématographique aussi. Il faudrait que j'ai un peu de coton pour me mettre dans les joues. Oui. Voilà. Et on a une marraine. Et Laure, alors Laure, vous allez parler... Mais venez Laure aussi, venez qu'on ait les deux parrains. Moi, je vais laisser le micro à Élise, parce que c'est elle qui officie maintenant et qui remet des récompenses qui vont toucher au cœur. Élise, c'est à toi. Juste un petit mot avant de lui laisser la parole. On essaie, par rapport à tout ce qui a été dit, on essaie au Point, le polar, la jeunesse, la biographie, d'être là tant qu'on peut sur la chaîne du livre, de donner envie de lire, de consacrer un grand nombre de pages au livre. Et notre petit dernier, c'est justement la jeunesse, et c'est Élise qui incarne la jeunesse. Merci beaucoup. Bah oui, je suis ravie d'incarner la jeunesse. Merci Christophe, et puis merci au CNL pour cette belle soirée. Donc, je suis ravie de remettre les prix Le Point du livre jeunesse. J'ai mon jury, certains membres du jury sont là, je les vois avancer. Venez avec moi. Gilles Marchand, Delphine Berthelon, Loïs Cuneo. Alors, est-ce que Marion Brunet, notre présidente, qui ne savait pas si elle venait, est là? Ah bah Anne. Ah oui, Anne Goscinny.
Et Baptiste Beaulieu n'est pas là, il était déjà excusé. Voilà, donc bon, Marion n'est pas là, mais... Donc, comme chaque année, ça a été de belles discussions, de beaux débats, de beaux échanges. Une grande joie déjà de faire la sélection, de regarder toutes les sorties jeunesse. Nous avons 3 catégories. Une catégorie album pour les petits, donc pour ceux à qui on lit les histoires, de 3 à 6 ans environ. On a une catégorie roman pour les adolescents. Donc, on passe dans un autre type d'histoire et de pratique de la lecture. Et puis, on a aussi un jury qui est formé de petits lecteurs, de jeunes lecteurs et lectrices. Alors, normalement, c'est 6-7 ans, mais j'ai des enfants de 5 ans dont les parents m'ont dit ils savent lire et c'était vrai. Donc, c'est aussi réjouissant. Et eux donnent aussi un coup de cœur pour une littérature adaptée à cet âge où on est en CP ou en CE1. Je vous invite à découvrir dans notre tiré à part la sélection entière. Ça a été assez compliqué de faire un choix, mais pour les albums, nous avons choisi Le jour où le petit phare du bout du monde brava la tempête du siècle de Caroline Crus et Lionel Tarchala. S'ils sont là. Montez. Bravo, on a adoré cet album. On a énormément aimé cet album qui raconte l'histoire d'une petite ville du bout du monde, en bord de mer, dont les habitants se désintéressent complètement du phare, qui tombe en désuétude. Sa gardienne prend sa retraite, le phare se délite, et puis un jour, une tempête terrible survient, elle noie tout. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et le jury aussi, c'est que les gens sont obligés de se rendre au phare, de réapprendre à s'en servir, et puis de s'organiser, puisque l'eau ne va pas redescendre. Et on a trouvé qu'en ces temps angoissants, anxiogènes, où le climat change, et où nos enfants entendent parler de ça à longueur de temps, c'était beau de voir qu'on pouvait aussi leur parler de solidarité, de solutions, d'entente et d'entraide. Donc bravo à vous, parce que vraiment cet album a fait battre nos cœurs. Merci. Moi, je vais remercier le jury dont les enfants font partie, puisque le livre leur est destiné. Donc, je les remercie chaleureusement d'avoir choisi notre livre. Et puis, je remercie Coralie pour son texte qui était super, quoi. Et Marie-Amélie des éditions Glénat qui nous a mis en lien. Donc, voilà. Tout pareil. Juste un mot sur le fait que ce phare, il dit aussi à quel point est-ce que c'est important qu'on puisse faire tous ensemble. Et je trouve que dans la période que nous traversons, à tous les niveaux, faire tous ensemble, avec tous ensemble, en tout cas, je suis assez contente de voir que ça a aussi été entendu. Voilà. Alors pour les romans pour ados, il y a eu aussi des débats très intéressants autour de nos comment on appelle, des finalistes, pardon. Et nous avons nous décidé de remettre le prix à À croquer de Anne-Fleur Multon. Bravo Anne-Fleur, bienvenue. Voilà pour le diplôme. On a beaucoup aimé ce livre qui est publié chez Thierry Magnier dans la belle collection L'Ardeur, qui nous paraît indispensable. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est en terminale, qui a 17 ans, qui est dans cet âge où le désir est fort et où on commence à comprendre ce qu'est la séduction, la sexualité et quelle force on peut avoir, quel pouvoir on peut avoir sur les hommes, sur les femmes, tout ça commence à se dessiner, mais aussi quelle fragilité on peut avoir quand on plaît, quand on attire et quand on se retrouve face à des gens qui se comportent plus comme des prédateurs que comme des amoureux. C'est un livre qui est écrit en vers libre, c'est de la poésie pure. On a adoré le style. On a surtout ce qu'on s'est dit tous de Christophe à Baptiste, à Anne Goscinny, à Marion, à moi et à tous les autres membres du jury, c'était que c'était le livre qu'on aurait voulu lire nous à 17 ans, mais vraiment. Donc bravo et merci beaucoup pour cette lecture.
Merci beaucoup pour cette lecture que vous avez faite avec beaucoup de tendresse de mon livre, et ça me touche de savoir que ça a peut-être un peu réparé vos cœurs d'ados. C'est pour les ados que je l'ai écrit. Je suis très fière de recevoir ce prix ici au CNL parce que c'est le lieu de la célébration de la lecture, et moi je crois qu'il y a un mot qu'on n'a pas dit aujourd'hui, c'est que la lecture c'est merveilleux. C'est pas une bataille qu'on mène parce que la bataille elle est déjà gagnée. Les mots, les histoires, tout ça, ça nous emporte, et il faut juste faire parvenir les livres aux enfants et aux ados qui sont lecteurs comme nous le sommes, c'est-à-dire si on fait des bonnes histoires. Ils ouvrent les livres, et donc je suis très fière, et je suis très heureuse de vous dire aussi que cette année, pour la première fois, j'ai reçu la bourse du CNL. Donc, voilà, merci le CNL, et merci de me donner ce point. On se réjouit beaucoup et on a hâte de lire vos prochains livres. Et puis, notre coup de cœur des enfants. Alors, on a Alma qui est là, mais qui préfère ne pas monter sur scène, et on la comprend, elle a 7 ans. Et on se souvient d'à quel point une foule d'adultes peut être impressionnante à cet âge, mais je la remercie, ainsi que Gustave, Maxime, Olivia et les autres enfants qui se sont prêtés au jeu, qui ont débattu. Moi, je les fais venir au point et débattre ensemble autour d'un goûter. Ils sont adorables, ils sont très intelligents, très pertinents, très drôles. C'est un peu mon moment préféré de l'organisation du prix, je ne vous le cache pas. Et cette année, ils ont choisi parmi une sélection de 3 livres Myrtille Turbine Détective de Thibaut Bérard et Gorobey. C'est chez Sarbacane, et c'est aussi sur la Luni. Et j'ai découvert à cette occasion qu'ils aimaient les enquêtes policières. Bravo. C'est mon éditrice qui m'a dit prends le livre parce que faut le montrer. Moi, j'ai été éditeur pendant 15 ans, donc ça me fait toujours marrer maintenant de me retrouver à cette place, de me dire, moi j'étais celui qui disait mais qu'est-ce qu'il va dire comme bêtise, tu vois. Donc c'est moi. Donc je vais vous dire juste un truc que je trouve réjouissant pour changer des constats sur le déclin de la lecture. C'est que cette aventure-là, c'est vraiment une aventure vertueuse. C'est une histoire que j'ai écrite pour la Luni, donc les boîtes à histoire. Et c'est vrai que si les livres, en ce moment, ça pétine un peu, les boîtes à histoire, ça marche bien. C'est un vrai engouement, quoi. Les mômes, ils adorent écouter des histoires. Quand tu es en voiture avec eux, que t'en peux plus, tu les mets pas devant un écran, mais sur leur Luni, ils écoutent l'histoire. Et donc, à partir de ça, on en a fait jaillir un bouquin, quoi. Et on a créé un fil vertueux de l'écoute de l'histoire à la lecture de l'histoire. Donc, je trouve ça assez beau. Voilà. Ah non, et je voulais vous dire un dernier truc, pardon. Parce que ça parle d'une métalleuse. Je me demandais si parmi vous, il y avait des métalleux. Ah. Parce que est-ce que vous savez pourquoi on fait ça? C'est les cornes du diable. Oui, mais pourquoi? Après, je vous laisse, on va boire. Parce que le chanteur de Black Sabbath, le deuxième chanteur de Black Sabbath, c'était un Italo-américain, qui s'appelle Ronnie James Dio, et il avait une grand-mère sicilienne qui marchait dans les rues comme ça et qui jetait le mauvais œil. Donc c'est fou, les vieilles légendes siciliennes, tu vois, qui ont rejailli sur la scène du métal pour nourrir la jeunesse des hard rockers. Je trouve ça très beau. Voilà. Bravo et merci. Je précise que c'est un livre dont les enfants sont très acteurs de l'aventure. Ils peuvent choisir où ils vont. C'est génial, c'est formidable. Et avec la Luni aussi. Et merci Alma. Hein. Alma est juste là. Bravo Alma. Alma, elle a adoré. Et elle a dit que la Luni, c'était bien quand on était un peu fatigué le soir et qu'on allait s'endormir. Eh bien voilà, merci encore à tous et à toutes. Merci à tout le jury. Bonsoir à toutes et à toutes. Pour la première fois de ma vie, je suis marraine. Alors je ne vais pas vous cacher que je suis extrêmement émue et que mon cœur bat extrêmement fort. Surtout que l'enfant dont nous sommes les parrains et marraines avec Emmanuel Guibert n'est pas un enfant, mais un festival qui fête la lecture. Faire la bamboche pour célébrer le plaisir des mots, les grandes aventures, les émotions. Alors ça, évidemment, je vous rejoins sur toute la ligne. Dans la vie, mon travail, ma passion, mon infini plaisir, c'est de m'adresser aux enfants. Est-ce que Alma est encore là? Salut Alma. Dans mon podcast Les Odyssées, je tente de leur faire rencontrer des petits et grands héros, toutes celles et ceux qui font notre histoire. Et au milieu des tempêtes, des merveilles, des découvertes, je glisse par-ci par-là de petites blagues, souvent ratées, mais toujours assumées.
Grands adultes, que je découvre face à moi, les yeux pétillants de livres, le cœur rempli de désirs. Grands adultes, je sais qu'il y a caché à l'intérieur de ces beaux costumes des tas de petits enfants qui vibrent. Grands adultes, vous souvenez-vous du jeune lecteur que vous avez été? Et surtout, est-ce que vous vous souvenez du premier mot que vous avez lu? Pour moi, c'était Loto. Non pas Loto la voiture, hein. Loto la Française des Jeux. C'est Mémé, ma grand-mère chinoise, laquelle d'ailleurs ne savait ni lire ni écrire, qui chaque vacances scolaires m'amenait au bar tabac à la Florane à Toulon pour jouer au loto. Le 25 et comme numéro complémentaire le numéro 13. Bon, on n'a jamais gagné, mais au bout d'un moment, loto, ce mot, j'ai réussi à le lire. Et ça, bien avant le CP. Bon, vous me direz, il n'y a pas de quoi se la raconter non plus, c'est que 4 lettres. Hein. Et puis, il y avait la pub pour la Française des Jeux qui passait tout le temps à la télé. Mais ça s'est pas arrêté là. Ensuite, il y a eu les panneaux sur l'autoroute, entre La Ciotat et Marseille, lorsque mon père me raccompagnait chez ma mère le dimanche soir, et ça, avec la vitesse et tout, mais avouez que c'est beaucoup plus balèze. Et puis, peu à peu, les livres ont pris le relais. Élève sympa, mais franchement flemmarde, j'étais pas vraiment une craque à l'école. Je faisais jamais mes devoirs, je copiais tout le temps les dictées, et j'écrivais de faux mots dans mon carnet pour expliquer à ma mère qu'il n'y avait pas école le samedi. Jusqu'à ce qu'un samedi matin, hélas, elle passe devant l'école. À part ça, je regardais beaucoup la télé, surtout le samedi soir avec Mémé. Je mettais des longues jupes à paillettes et toutes les deux, en compagnie de Jean-Pierre Foucault, on passait de sacrées soirées. Et ça veut dire que je suis très en avance sur la musique. Pourtant, on avait vraiment répété et tout, c'était impeccable. Évidemment, là, je me plante. Ah voilà, Jean-Pierre Foucault, il est là. Souvenir. Et de temps en temps, de plus en plus souvent, j'ouvrais un livre. J'ai dévoré tous les fantomètres. Sa façon de rendre la justice dans ce monde pourri, ça m'a fait pousser des ailes. Un dimanche de juin, sur les gros galets plats de la plage du Liuquet à La Ciotat, j'ai même rencontré la fille de son auteur, Georges Chollet. Je sais pas comment j'ai noué la conversation, je sais pas comment cette révélation a surgi entre nous, mais j'avais 7 ans, 4 malabars à la fraise dans la bouche, des tongs Barbie aux pieds, et j'étais comme foudroyée. J'y croyais pas. La fille d'un auteur mort se tenait là, devant moi. Rencontrer sa fille, mais c'était comme être face à Georges Chollet. C'était magique. Dans mon bikini rouge à pois, je jubilais. Cette fabuleuse rencontre, évidemment, a scellé mon destin de lectrice. Après ça, mon cœur a palpité en suivant les aventures de Camus. J'ai dévoré le Faucon maltais et refermé la case de l'oncle Tom, le cœur en miettes et les yeux franchement mouillés. J'ai grandi. Autour du CM2, j'ai traversé une drôle de phase où je lisais un peu pour me faire mousser auprès des adultes. Entre nous, j'étais vraiment casse-pied. N'empêche que j'ai fait de belles découvertes. Grâce à la version abrégée des Misérables, j'ai rêvé de zigouiller la tronche à tous les Thénardier. Ah, si seulement j'avais pu faire un croche-pied au colonel Javert. Si seulement j'avais pu sauver Fantine. Je me suis littéralement pissée dessus de rire en dévorant Groucho Marx et ses mémoires capitales. Et je parle même pas des mémoires d'un tricheur de Sacha Guitry. En ouvrant l'attrape-cœur de Salinger, j'ai eu envie de tout plaquer, ma famille, mes amis, de planter mon année de CM2 et de partir loin, le plus loin possible, vivre mes aventures. Alors j'ai mis 3 paquets de figolus dans mon sac, j'ai claqué la porte, et jusqu'à ce qu'au bout de la rue, ma mère finisse par me rattraper. Hein. Mais bon, j'avais quand même le livre. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors, sûrement, la première chose que vous allez me demander, c'est où je suis née, et à quoi ça ressemblait ma saloperie d'enfance. Et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir, et toutes ces conneries à la David Copperfield. Mais j'ai pas envie de vous raconter tout ça. Primo, ce genre de truc, ça me rase. Et secondo, mes parents, ils auraient chacun une attaque, ou même 2 chacun, si je me mettais à baratiner sur leur compte quelque chose d'un peu personnel. Jeune adulte, j'ai parfois un peu arrêté de lire, sauf en cas de chagrin d'amour, et comme je me suis fait beaucoup larguer, j'ai beaucoup lu. Tout ce qui pouvait répondre à mes questions ou alléger ma peine. Des manuels de développement personnel aux traités de philosophie antique, aux essais, en passant bien sûr par les romans d'amour. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouvera franchement laide. Oh, mais alors, peut-être qu'Arthur va m'aimer un jour. Bref, grands adultes, souvenez-vous, ce que vous avez lu enfant a enchanté toute votre existence. S'il y avait... Et là, il y a Alma devant moi. Alors, Alma, est-ce que tu es là? Elle a disparu, mais si Alma était là devant moi, voilà ce que je lui dirais. Ces petits et grands héros que tu vas découvrir ou que tu as déjà découvert
vont constituer ton squelette, ce qui, toute ton existence, te tiendra au corps, comme une bonne soupe de patates qu'on s'avale à 5 heures du matin dans un refuge d'altitude avant d'affronter les cimes. Dans un livre, Alma, il y a toujours quelqu'un. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe l'heure à laquelle tu as besoin d'eux, l'auteur et ses personnages seront toujours là. Peu importe que tu tournes une page ou bien 150, peu importe qu'un jour tu écorches leur nom, elle et il seront toujours là, année après année. Ils t'attendront patiemment pour te faire rire, t'emmener loin et te consoler de tout. Alors oui, lire et relire, mais à condition d'être la lectrice ou le lecteur que l'on veut. Il y a quelques jours, j'ai demandé à Evan, 10 ans, si ses parents lui cassaient pas trop les pieds avec la lecture. Ils me cassent pas trop les pieds, mais un peu quand même. Ça arrive à tous les parents, ils veulent nous protéger des écrans perturbateurs. Oh. Voilà, mais j'aime quand même un petit peu bien lire. Et Evan, mais alors, qu'est-ce que t'aimes lire? C'est un roman parce que il m'a fait vivre des sensations fortes que je n'ai jamais connues, avec de la joie qui me transporte dans mon roman et ça me fait un effet. Le titre du fameux roman, Evan, il s'en souvient plus, mais ça va, on va pas en faire un fromage. Edmé, elle aussi, lire, ça la fait vibrer. Ça me ressent, je suis bien. Je suis l'émotion, je suis avec de la sérénité et je suis plongée dans la lecture. Et le matin, je me réveille genre à 7 heures et je commence à lire dans le canapé et voilà. Et le soir, j'aime bien bouquiner dans mon lit tranquille. Ouais, tranquille. Et Paul, lui, qu'est-ce qu'il ressent quand il lit? Je ressens un mélange de peur, de joie et de colère et des fois aussi de tristesse ou plein d'émotions fortes. Paul, il vous l'a pas dit, mais il veut devenir écrivain. Et il sait exactement ce qu'il attend. La vie d'écrivain, pour moi, on se lève, on écrit et on fait beaucoup de choses. Et on se met en costume pour écrire et on raconte ses propres histoires. Et j'écrirai mes propres textes de théâtre, mes propres histoires. Et je ferai plein de choses avec mes assistants. Et oui, ma foi, c'est tout ça ce que vous faites, vous, les auteurs. La question qu'on se pose tous ici, nous, grands adultes, c'est comment transmettre le goût de la lecture aux enfants. Mais Edmé, elle sait très bien. Je lui dirais, allez, viens dans la lecture, c'est trop bien. En plus, il y a plein de livres, il y a toutes sortes et tout et tout. Alors oui, venez dans la lecture. Merci au CNL, merci à Josepha et à Clément, et surtout, bon festival à toutes et à toutes. Il faut aller chercher notre Doumé.
Régine voulait le déhanchement, donc. Un petit picking des familles, ça fait toujours du bien par où ça passe. On se lance ? Alors, petit et grand héros, on s'est dit que on commencerait par une petite chanson. On va chanter calme. Il fait chaud. Bon, on va essayer de ne pas vous assourdir. Une petite chanson qui s'appelle Les dessins qui dansaient. Je ne sais pas si tu as eu le temps de l'entendre l'autre jour. Eh ben c'est parti. J'ai tellement aimé Mickey, Minnie, Clarabelle. J'ai tant aimé le clochard avec sa belle. J'ai tellement aimé Dingo, Dumbo, les 7 nains. J'ai tellement aimé Pongo et les Dalmatiens. Il y avait dansé des saints qui dansaient, une âme et une flamme qui m'éblouissaient. Les lendemains qu'il me promettait, t'étais doux, t'étais tout comme l'été. J'ai tellement aimé Bambi, Balou, Bagheera. J'ai tant aimé les 3 petits Aristochats. J'ai toujours eu un faible pour le vieux Geppetto. J'ai tant aimé la fée bleue de Pinocchio. Il y avait dansé des saints qui dansaient, une grâce et une classe qui m'étourdissaient. Le monde, la ronde où il m'invitait était doux comme tout. Ils étaient tellement joyeux, soyeux et mignons. On leur donnait le bon Dieu sans confession. Pourquoi parmi ces gentils petits camarades avoir cédé au délire, délire Donald? Donc là, il y a eu toute une litanie de héros. Une héroïne à laquelle la musique était de Grégory Veu. Et j'ai commis les paroles. La deuxième chanson, la musique est de Dominique Kravic, ici présent, qui m'accompagne ce soir. Dominique et moi faisons de la musique depuis un certain temps. Et à la faveur d'une commande qui lui a été passée par un éditeur japonais dans le cadre d'un disque qui devait être consacré à des reprises de Juliette Gréco, il y a eu une demande d'une chanson originale, pondue, fraîche pour l'occasion. Et donc on a écrit, vous allez voir, une sorte de petite déclaration d'amour à Juliette qui fait « Il n'y a plus d'avant à Saint-Germain-du-Temps. On ne reconnaît qu'à peu près le Saint-Germain d'après. Jetez pas Juliette dedans les oubliettes, comme le fit la Gestapo. N'oubliez pas Gréco. J'entends encore sa voix grave dans l'escalier de la cave,
où s'enfumait l'après-guerre, entre Odéon et les Saints-Pères, à l'hôtel de la Maraude, la seule chambre avec eau chaude, où succède un trompettiste à un existentialiste. Tout a commencé là, à Saint-Germain-des-Bois, la première fois qu'elle a chanté à Saint-Germain-d'été. Quelle est cette fillette? Est-ce vous, Juliette? Un pantalon, un caraco, voici venir Gréco. J'entends encore sa voix neuve dans les rues qui vont au fleuve, où s'enivrait l'après-guerre, entre Danton et Garancière, à l'hôtel de la Nuit Noire, la seule chambre avec baignoire, où succède un guitariste à un crypto-communiste. Passent les décennies à Saint-Germain-des-Prés, ils ont gentiment augmenté à Saint-Germain-des-Blés, sans peur et sans paillettes. Revois la Juliette, le répertoire étant corbeau, et c'est toujours Gréco. J'entends de loin sa voix blême depuis le 21e, en attendant l'avant-guerre, entre Tournon et rue Sugère, à l'hôtel de la vieille dame, la seule chambre sans Instagram, pas la sortie des artistes, s'en va l'accordéoniste, par la sortie des artistes, s'en va l'accordéoniste. Merci, musique de Dominique. Alors, il va changer d'instrument, lâcher un moment la guitare pour le ukulélé. Et avec cette petite guitare, on va vous interpréter une chanson qui concerne d'autres héros, héros du savoir, héros des livres aussi, somme toute. Quand j'étais adolescent, ma mère a été suffisamment éloquente pour me convaincre de l'accompagner au Collège de France à quelques reprises. Et je ne l'ai pas regretté parce que j'ai assisté à des leçons absolument mémorables. Et c'est ce que j'ai souhaité célébrer dans cette petite chanson qui s'appelle « Au Collège de France ». Il faut passer devant le buste de Ronsard, la statue de Bernard et celle de Budet, gentils hommes du guet qui veillent au rempart des sciences, des arts et des humanités, où la rue des écoles s'apprête à verser dans la houle frivole des grands boulevards, avec Monsieur Bouvard et Monsieur Pécuchet, 5 ou 6 égarés et autres sorbonnards. Tu entrais au couloir du Collège de France, dans le but de t'asseoir à quelques conférences qui flattaient l'appétit que tu as toujours eu pour ce fruit qui mérite d'être défendu, qu'on appelle la pomme de la connaissance, et dans lequel on mord autant qu'on est mordu.
Chastel du Bipolven, Tuilier Fumaroli. Tu choisissais toujours d'éminents pédagogues et remplis de ferveur et d'un peu d'ironie, tu me faisais récit de leurs grands monologues. Parfois nous partions tous les deux en pirogue à bord des hauts confins de leur Amazonie, faire l'ascension de leur monte analogue et courir les chemins de l'encyclopédie. Un cours d'André Chastel sur la mouche en peinture ou l'élégant Duby donnant quelques lectures entre un vieux clodo qui finissait sa nuit, deux amis retraités échappant à l'ennui, s'offrant extasiés à l'homme de culture, avec plus de bonheur qu'aux hommes enfuis. Merci beaucoup.